Bonjour, chronique BD et manga encore aujourd'hui. Oui, je sais, ces derniers temps, je ne fais que de ça. Ce sont des petites impondérables de ce moment que je vis, donc voilà, mais ça va revenir à la littérature par la suite, au jeu de rôle éventuellement, et pas seulement japonais, parce que voilà. Mais donc, aujourd'hui, le troisième tome de l'édition intégrale cartonnée de Termae Romae de Mari Yamazaki, troisième et dernier tome donc dans cette édition. Qui reprend les tomes 5 et 6 de l'édition originale. En concluant sa série probablement imprévue à la base, l'auteur en souligne d'une certaine manière les paradoxes. Et souvent en pleine conscience, je suppose, mais peut-être pas tout le temps. Toujours est-il qu'à ce stade du récit, Termae Romae a bien changé par rapport à ses premiers épisodes. L'idée aussi géniale qu'improbable, voire débile, qui avait suscité le premier épisode avait d'abord été déclinée sur un mode sans doute bien trop répétitif, à perpétuer le même schéma sur chacun des 10 premiers épisodes. Mais le tome 2 de l'intégrale avait, très heureusement en ce qui me concerne, changé assez radicalement la donne, d'abord en mettant en scène des arcs un peu plus étendus, ensuite en laissant tout bonnement tomber la formule. À partir de ce moment, notre héros Lucius Modestus ne faisait plus la navette entre Rome et le Japon à chaque épisode, et pour traiter de la seule question des bains, mais demeurait, bien malgré lui d'ailleurs, au Japon, ce sur plusieurs chapitres. Cet ultime tome reprend immédiatement là où le précédent s'était arrêté, à vrai dire en plein milieu d'une scène, sans que la qualification de cliffhanger me paraisse pertinente. Cette suite s'inscrit bien évidemment dans la lignée de ce qui s'était produit, donc dans le tome 4 de l'édition originale, deuxième moitié du tome 2 de l'intégrale, avec un Lucius toujours coincé dans les sources thermales d'Ito au XXIe siècle, et une Satsuki follement amoureuse du Romain, et qui, le voyant monter à cru après bien d'autres bizarreries, en vient à envisager, émerveillée et peut-être un peu craintive, qu'il pourrait bien être ce qu'il prétendait, aussi incompréhensible cette éventualité soit-elle. Ce qui va plus loin, car Mari Yamazaki avait longuement exposé comment la jeune fille qui rougit perpétuellement, et qui a peut-être un peu d'elle-même, ne pouvait au fond tomber amoureuse que d'un Romain. L'histoire vient ainsi de plus en plus à la romance dans ces ultimes chapitres, ce qui était plus que prévisible et peut paraître vaguement navrant. Et en dernier recours, à mon sens, cela n'est pas sans poser problème. En effet, arrivé à la fin de la série, qui m'a paru vraiment trop précipitée, d'autant plus qu'elle laissait bien des choses intéressantes en plan, j'ai eu l'impression d'une auteure dépassée par son bébé, ou son monstre comme vous préférez, mais je reviendrai en temps utile sur le bébé, et qui a décidé d'imposer le point final pour ne plus s'y perdre. J'avoue que la romance et moi, bon... Cependant qu'on se rassure, ce qui faisait le charme de la BD demeure au milieu des amours contrariés puis bénis. Et si l'essentiel de l'action de loin se déroule au Japon, ce qui diminue la part documentaire de la série au moins concernant Rome, on y trouve encore nombre de bonnes idées et de scènes très drôles. Car la dimension humoristique de Termae Romae continue à s'exprimer ici, même si c'est de manière sans doute moins unilatérale et bien davantage entrecoupée de moments plus graves ou romantiques, avec tous les guillemets qui s'imposent. L'idée de coincer Lucius au Japon avait eu une conséquence non négligeable. Avec Satsuki, Mari Yamazaki avait introduit un personnage important, là où Lucius jusqu'alors était finalement le seul à capter l'attention de la caméra, disons, et ce d'autant plus que les premiers épisodes étaient compacts et relativement déliés. Certes, il y avait une exception, et de taille, l'empereur Adrien himself. Mais le statut très particulier du personnage, figure semi-divine à la majesté impénétrable, prohibait de le mettre sur le même plan que Lucius, et notamment dans la dimension éventuellement prosaïque, qui devait d'une manière ou d'une autre s'attacher au héros de la BD, et ce alors même que le goût commun des deux personnages pour les bains impliquait son lot de considérations prosaïques. Satsuki apportait donc un changement notable à la narration que seul ce séjour prolongé au Japon pouvait autoriser. Dans cet ultime volume, Mari Yamazaki renforce cette dimension avec un autre personnage essentiel, Tetsu, le grand-père de Satsuki. On mettra de côté la jument Hanako, même si elle a son importance dans le tome 5 originel, crucial en fait. Mais Tetsu donc. Tetsu est un chouette personnage, jusque dans sa dimension éminemment caricaturale. Le vieux bonhomme, masseur hors pair, avec une technique rude sur le moment, mais ô combien efficace et qui suscite son lot de scènes amusantes. Au premier chef, celle où Lucius, incapable de communiquer avec Tetsu, essaye de le copier aux grandes dames de ses victimes. Ce vieux bonhomme, donc, Tetsu, est d'une dignité froide et austère, qui ne manque pas d'évoquer quelques anachroniques samouraïs archétypales, vivant pour la voix et constituant peu ou prou une incarnation de la justice.
Mais Tetsu n'est pas qu'un digne vigilante à la nippone. Aussi sévère paraît-il, il n'est pas dénué d'empathie, et comprend bien vite que sa charmante petite fille est désespérément amoureuse et d'un étranger. Allons bon. Mais Tetsu n'est en fait pas victime des préjugés qu'on aurait instinctivement envie de lui accoler. Si cet homme bizarre doit rendre sa petite fille heureuse, il fera tout pour faciliter leur idylle, vraiment tout, ainsi que nous le verrons dans la deuxième moitié de cet ultime tome, soit le volume 6 de l'édition originale. Mais pour l'heure, si cette dimension du personnage est introduite, il importe avant tout d'asseoir la figure du justicier en lui, qui trouve une occasion idéale pour s'exprimer. Forcément, des yakuza ou pseudo-yakuza sèment la zone dans les sources thermales d'Ito. Et, idée intéressante mais qui hélas ne débouche finalement pas sur grand chose, ils sont associés au patron grotesque et vulgaire qui, dans le volume 2 de l'intégrale, avait commandé des bains à la romaine, projet sur lequel Lucius avait d'une certaine manière travaillé. Ce sera en fait l'occasion pour Tetsu d'apprendre à connaître le personnage de Lucius, même sans pouvoir échanger avec lui, puisqu'il ne comprend pas plus le latin que Lucius ne comprend le japonais. Tous deux s'associent en effet pour lutter contre les malandrins. Lucius est scandalisé par ce qu'il devine des projets immobiliers de la clique, imposant de tout raser dans cette bourgade si charmante, et il l'est tout autant par la brutalité des voyous, promettant l'abattoir à la vieille jument Hanako, avec laquelle il a développé une relation assez cocasse. En tant que tel, oui, l'idée est parfaitement convenue, et plus encore l'enlèvement de Satsuki qui en résulte. Les princesses sont faites pour être enlevées par les méchants, hein. Mais Mari Yamazaki n'est pas naïve et joue de ce caractère convenu avec autant de subtilité d'un côté que d'outrance de l'autre. C'est enfin l'occasion pour elle de parodier la course de chars dans Ben-Hur, et, avouons-le, c'est très drôle. Mais j'avance maintenant dans le volume, et si ce que j'ai dit jusqu'à présent ne croulait pas sous le poids des révélations, je suppose qu'il vaut mieux placer ici l'habituelle balise spoiler, au cas où. Je vous laisse un peu de temps pour couper le son. Car un drame se produit entre-temps, au milieu de la trame impliquant les Yakuza. Lucius, qui voulait tant retourner à Rome sans y parvenir, ou bien est-ce ce qu'il se prétendait, quitte brutalement les sources thermales d'Ito au moment même où il prenait conscience des sentiments de Satsuki à son égard, et de ses sentiments réciproques auxquels il se montrait jusqu'alors parfaitement aveugle. L'idée est au fond la même que celle qui avait décidé de son dernier voyage au Japon au pire moment, quand il s'entretenait avec l'empereur Adrien, lui-même, de sa santé déclinante, de sa mort prochaine et de l'avenir de Rome. Aussi, passé le dégoût bien naturel de Lucius pour ce qu'est devenu Bayès, très vite, en son absence, soit ce qu'il redoutait pour l'avenir d'Ito, si l'on laissait faire les voyous, le récit romain se focalise sur la personne d'Adrien, dont l'auteur nous livre un tableau déchirant. Oui, sa mort est plus que jamais imminente, et il a développé des pulsions suicidaires terriblement embarrassantes pour son entourage. Manière au passage de questionner la thématique du suicide dans un cadre occidental mais pré-chrétien, ce qui peut renvoyer à la mort volontaire au Japon de Maurice Pinguet et à son ouverture sur le seppuku de Caton d'Utique. Mais c'est aussi l'occasion de développer un personnage à peine entreaperçu jusqu'alors, mais dont on sentait déjà le potentiel autant charismatique qu'intellectuel. Non pas le successeur désigné d'Adrien, le futur Antonin le Pieux, entreaperçu ceci dit et d'un œil favorable, mais celui qui suivrait encore, le futur Marc Aurèle, et l'empereur philosophe en puissance apprend de la bouche même de Lucius les étranges péripéties de l'architecte au pays des visages plats, avant d'y assister de ses yeux. Car le séjour romain de Lucius à ce stade demeure bref. Il retourne à Ito pour jouer à Ben-Hur, donc, et tout juste approcher une nouvelle fois Satsuki, et disparaître devant ses yeux au moment même où il lui avoue ses sentiments. J'ai mis la balise spoiler, hein. Je peux donc le dire, ce bref retour est le dernier voyage de Lucius au pays des visages plats. Mais le principe du voyage temporel n'est pas pour autant remisé de côté, car, fait inédit dans la série, mais nécessaire d'une certaine manière, il va maintenant affecter d'autres personnages. Aux Romains allant de Rome au Japon vont succéder des Japonais quittant le Japon pour Rome. Mais Mari Yamazaki se montre peut-être surprenante ici. Tout laissait croire, depuis l'introduction du personnage de Satsuki, que si un personnage japonais devait effectuer ce saut dans le temps, ce serait elle. Mais l'auteur a développé entre-temps le personnage de Tetsu, qui au fond est peut-être bien davantage approprié pour pareille tâche, car ne disposant pas du bagage historique de sa petite fille et ne sachant pas un mot de latin. La dignité austère caractéristique du personnage renforce encore le trait. Il est le véritable alter ego japonais de Lucius. Du coup, en voyageant à son tour, il opère comme un véritable reflet dans un miroir.
D'où la reprise, mais inversée, des mêmes thèmes, et la mise en avant des bains, une fois de plus, mais aussi de certains gimmicks associés aux premières excursions temporelles de Lucius, comme par exemple la dégustation ravie de mets exotiques. Enfin, la dignité et la compétence de Tetsu, dont les massages violents font des miracles, lui valent d'aller rendre visite à Adrien et ainsi de croiser Lucius, le temps d'un adieu. Satsuki, en comparaison, a finalement quelque chose de fade. Son obsession pour les bains, qui est obsession pour Lucius, a peut-être là encore quelque chose de l'auteur, mais tombe un peu à plat, j'ai l'impression. Même quand celle que Lucius prenait pour Diane prie Minerve de lui ramener Lucius, ou de l'emmener à lui. Une idée plus intéressante, Satsuki, l'archéologue, entreprend d'une certaine manière de déterrer Lucius, en confiant des recherches sur cet inconnu à des étudiants, puis en opérant elle-même des fouilles archéologiques à Bayès, la ville où est bel et bien mort Adrien, et où Tetsu a donc croisé Lucius. Tetsu qui par ailleurs finance les travaux de sa petite fille. Il est décidément prêt à tout pour elle, et sans doute éprouve un profond respect pour Lucius, aussi bizarre soit cet étranger. À vrai dire, c'est peut-être la seule chose qu'il a véritablement ramené de Rome. Tetsu n'est visiblement guère étonné par tout ce qu'il y a vécu, cette expérience hors du commun, qu'il appréhende avec la sérénité et la sévérité d'un vieux bonze. Les fouilles produisent une scène à la fois intéressante et pas totalement satisfaisante, quand Satsuki déterre, sans doute un peu trop facilement, 1001 témoignages des voyages nippons de Lucius, dont elle comprend enfin l'objet, sous les quolibets de ses collègues chercheurs qui la prennent peu ou prou pour une folle. Mais peut-être l'idée d'une Satsuki folle doit-elle justement être privilégiée, car elle apporterait une coloration différente à l'ultime épisode de la série, autrement guère satisfaisant. C'est un paradoxe peut-être, ou pas. La série si longtemps bancale à mes yeux, qui aurait peut-être gagné à être écourtée de quelques épisodes parmi les premiers, s'achève bien trop brutalement ici. D'autant que c'est alors la dimension romance qui est privilégiée, même avec le biais science-fictif que l'on sait, et pour aboutir à un happy end que je n'ai vraiment pas trouvé convaincant. Les ellipses s'accumulent avec une densité déconcertante jusqu'à ce que finissent apparaissent sur la page en donnant l'impression d'une auteure soulagée de mettre un point final à son bébé et justement en dessinant un autre. Le plus fâcheux cependant ailleurs, et c'est que Mari Yamazaki a laissé beaucoup de choses en plan, au Japon comme à Rome. L'histoire s'achève en faisant l'impasse sur nombre de sous-intrigues, et cela ne fait que renforcer cette impression de précipitation. Peut-être est-ce pour cela que Satsuki est la tête d'affiche de cet ultime épisode. Elle voyage bien sûr à son tour dans le temps, comme un moyen, peut-être autant que de concrétiser la romance, de mettre fin au ladis des archéologues. Par ailleurs, sur place, son bagage ne lui est finalement pas si utile que cela, car d'une certaine manière, il ne la rend que plus sensible à tout ce que cette expérience hors norme peut avoir de troublant. Tetsu finalement s'en sortait bien mieux, parce qu'il ne s'embarrassait pas de ce genre de considération, homme pragmatique avant tout. La princesse, à la différence de son grand-père, a besoin d'une aide extérieure, qui débouchera sur le happy end romantique, lui-même une conclusion à la fastueuse cérémonie, voyant Antonin le Pieux succéder à Feu Adrien dans la liesse. Et c'est assez frustrant, oui. Mari Yamazaki, dans ses commentaires accompagnant les épisodes, souvent très intéressants, avance qu'elle n'en a pas fini avec tout cela, et qu'elle y reviendra le moment venu, parce qu'elle sait bien qu'elle a laissé des choses en plan. Je ne sais pas ce qu'il faut en penser, mais officiellement, la série s'arrête là, et Mari Yamazaki est depuis passée à autre chose, dont une autre série antique consacrée à Pline, et dont je vous parlerai sans doute prochainement. Tirer un bilan de la série dans son ensemble n'est pas si évident que cela. Thermae Romae est très certainement une œuvre originale, au point de l'improbabilité. Je suppose que ça lui confère un bon point d'office. L'auteur se montre assez subtil sur la durée, questionnant même une vague tentation réactionnaire inhérente à la BD de manière très lucide. Elle fait un bon usage de sa documentation abondante, et elle sait par ailleurs concocter régulièrement des scènes très drôles, inattendues et ô combien efficaces. Est-ce suffisant pour justifier le succès colossal de cette série qui ne devait probablement pas en être une à l'origine? J'en doute un peu. Thermae Romae est indubitablement une bande dessinée de qualité. Mais à ce point? Au milieu de tous ses atouts, elle souffre en effet occasionnellement de quelques défaillances, dont non des moindres la répétitivité de la formule dans les premiers épisodes, et à l'autre bout cette fin expédiée, guère satisfaisante et qui laisse bien trop de choses en plan, sacrifiée à une romance hélas convenue et qui me laisse parfaitement de marbre, disons. La série mérite assurément qu'on y jette un œil, et sans doute les autres œuvres de Mari Yamazaki de même, et je vous causerai donc sans doute prochainement de Pline. En redoutant peut-être à nouveau la formule?
Un préjugé, n'en tenez pas compte. On verra bien ce que ça donnera.